Donc cette conférence s'inscrit en fait dans la continuité d'une conférence donnée à Annecy il y a quelques jours, sous le titre donc l'art des diagrammes 1. Je crois que c'était pourquoi des diagrammes, et aujourd'hui, dans le cadre de l'art des diagrammes 2, je posais une autre question, donc comment interpréter des diagrammes, ou un diagramme. Et donc, je ne sais pas qui n'était pas là la semaine dernière. Enfin, Il y en a quelques-uns qui n'étaient pas là. c'est tout, deux. Non. Alors, de toute façon, je vais proposer un résumé de la séance précédente. Mais disons, cette conférence sera un peu particulière, car il s'agira plus encore, de manière plus rigoureuse, de suivre le détail de quelques pages du traité de Cornelius Cardew, traité dont j'ai parlé la dernière fois, traité particulièrement intéressant. On verra d'ailleurs en quoi il s'agit d'un traité, et non seulement d'une partition. Mais puisque c'est une partition, et que c'est une partition qui a été très souvent interprétée, dans le contexte de ce qu'on a appelé l'improvisation libre, un très nombre de groupes de musique improvisée ont interprété les 192 pages de cette partition, qui était composée entre 63 et 67 à Londres, où vivait Cardew. Et donc, à la différence de la semaine dernière, il s'agira là de suivre dans le détail quelques pages de cette partition. Il s'agira donc de l'interpréter au double sens du mot, donc à la fois de comprendre ce qui s'y joue, plutôt de la décrire, puisque évidemment, pour la comprendre, il faut lui supposer un chiffre, ce qu'elle n'a pas. Elle n'a pas de chiffre, elle n'a pas de code, elle n'a pas de mode d'emploi, cette partition. Et il s'agira aussi de la jouer, c'est-à-dire d'essayer de suivre ces figures, ces lignes, ces points, et de faire en sorte que la conférence coïncide avec ces figures, ces lignes, ces points. Donc vous avez sur votre gauche la page 138 de cette partition, donc on comprend 192. Et cette page 138, en fait, est un résumé assez fidèle de ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc, tout est là, vous voyez, c'est une page assez dense. Hein. Il en est de plus dense, mais c'est vrai, comme assez dense, je peux bien le dire. Vous remarquez qu'il y a des éléments de typographie, des éléments qui peuvent faire référence à la notation musicale. Il y a également des figures qui apparaissent là, soudain, et qui, en fait, renvoient à des figures anciennes dans la partition, notamment ce cercle noir, ce double cercle noir et blanc, qui est précédant la partition de Cardew par un moment de cercle noir, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, on a des renvois au passé de la partition, et puis des annonces de ce qui va venir, notamment le petit cercle à gauche, au centre, ou le carré tout en haut, par exemple. Alors, puisqu'il faut commencer par résumer, et qu'en résumant, nous établirons le programme de ce qui reste à faire aujourd'hui, eh bien, je vais faire cela, et pour faire cela, il faut partir du vide. Vous voyez, partir du vide qui précède le commencement. Et ce vide figure d'ailleurs sur une des pages de la séquence en question, le vide des pages 141. La seule page blanche de l'ensemble du traité de Cardew, qu'on peut remplir à notre guise. Il s'agira donc ici de partir par le milieu. Et au milieu, bien sûr, de ce vide poussé, dirait Hubert Lucot, que j'appellerai HL dorénavant. Donc, au cœur de ce vide poussé, il faut dessiner bien sûr les conditions d'un départ possible. Et il ne s'agira pas d'un point de départ, car on ne part jamais d'un point, mais d'une constellation de points. Ce que veut dire Lucot et ce que veut dire Cardew également, c'est qu'en fait, il faut plusieurs points pour que ça pousse. C'est-à-dire que le vide, pour pousser le vide, pour que ça pousse dans le vide, il faut une constellation de points. Il faut une somme de points qui fasse constellation, si je puis dire, qui fasse déjà figure. Bon.
Et c'est de cette somme de points dont il est question dans le graphe qui est, lui, derrière vous. C'est-à-dire qu'au milieu de cette partition, donc dans cette page blanche, la page 141, nous disposerons le grand graphe de HL qui est derrière vous, et qui est un graphe en un sens très, très spécifique. On verra si c'est un diagramme. Alors c'est un diagramme, mais peut-être pas au sens qu'on a dit la semaine dernière, en un sens qu'il faudra donc préciser. Derrière nous, qu'est-ce qu'on a? Un grand graphe. Le graphe derrière là, et c'est de Cardieu? Non, c'est de Hubert-Lucot. Hubert-Lucot. Et je comprends le rapport avec la page 141. Aucun. Sinon, que cette page est blanche et que arbitrairement, je décide de glisser dans cette page 141 le graphe qui est derrière. Mais en fait, les choses au début sont forcément un peu confuses, ce qui est normal. Quand on commence par créer de la confusion. C'est la condition préalable. On ne peut pas faire pousser quelque chose dans le vide si on ne crée pas de la confusion. Donc il y a d'un côté Hubert-Lucot, effectivement, dont je parlerai tout à l'heure. HL Hubert-Lucot, qui a fait un graphe, qui est derrière vous, sur son mur. Et puis il y a Cardiou, compositeur, musicien, qui a composé ce traité, 192 pages, qui est à votre gauche. Et les deux vont s'entrechoquer, entrer en coïncidence, si je puis dire, se croiser. Alors, avant de parler de Cardiou et de Hubert-Lucot, qui sont deux exemples très intéressants de diagrammes, de graphes, mais qui sont des diagrammes et des graphes en des sens très particuliers, très singuliers. Donc c'est plutôt une théorie périphérique du diagramme que l'on pourra tirer de ces essais de Lucot et de Cardiou, car ils ne sont pas des diagrammes au sens commun du terme, ils sont des diagrammes en un sens très particulier, qu'il faudra donc interroger. Et en fait, vous voyez, pour comprendre, pour poser, pour définir une chose, il faut prendre cette chose un peu à l'extérieur d'elle-même, il faut prendre cette chose sur ses bords. On peut définir une chose que si d'abord on y arrive par son dehors, par ses marges. Voilà. Donc il s'agira de faire ça, de travailler dans les marges du diagramme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Lucot. Lucot a dessiné, écrit son graphe dans les marges du livre, bien sûr. On commence à écrire un livre sur une table, on commence à écrire un texte sur une page, et puis on déborde de la page sur la table. Et puis, comme la table n'est pas suffisante, n'est pas assez vaste, on va mettre la table sur le mur, et on va poursuivre sur le mur, et sur le plafond, et sur d'autres murs, jusqu'à ce que le graphe s'arrête, trouve sa forme informe, car le graphe est ce qui n'a pas de forme, ou une forme paradoxale. Mais je vais trop vite, vous voyez. Déjà, je vous embrouille, ce qui est évidemment volontaire. Il faut être embrouillé. Alors, avant, donc, la semaine dernière, c'est un peu comme dans les épisodes de séries télévisées, vous savez, où on commence par quelques images, on dit « Previously in 24 ». Vous vous rappelez la voix de Jack Bauer qui dit au début de chaque épisode de 24 heures « Previously in 24 ». Voilà, c'est ça. Alors, « Previously in l'art des diagrammes ». Previously, il y avait des choses. Alors, vous voyez, ces choses apparaissent là, en fait, dans cette page-là. Et il y a en fait très précisément 3 choses. Alors pourquoi 3 ? Parce que vous voyez qu'au bout de la page 138, il reste de tout ça 3 lignes horizontales. Vous voyez, 2 lignes minces et une ligne grasse. Qu'on va retrouver ensuite sur la page 139. Il ne reste de tout ce fatras, de tous ces développements, que 3 lignes horizontales. Au fond, tout ça se résume à 3 lignes, se condense en 3 lignes. Donc tout le mouvement de cette page, c'est à comprendre comme un mouvement de condensation de l'ensemble des lignes et des figures en 3 lignes différentes, qui vont suivre ensuite un cheminement intéressant, car à la fin de la page 139, il ne restera plus qu'une ligne, qui est la ligne principale, celle qui traverse l'ensemble de la partition. Cette ligne-là, cette ligne en gras, on la trouve sur toutes les pages de la partition, quasiment sur toutes les pages de la partition. Elle s'interrompt parfois, mais elle suit toujours son chemin. Elle est l'invariant de l'ensemble de cette partition. Donc avant, il y avait beaucoup de choses qui se résument à 3 lignes. Donc il s'agira, si je veux faire un peu de méthode brièvement,
si je veux présenter quelques principes de méthode, il y aura ici toujours une irréductible différence entre ce qui est énoncé et ce qui est vu, entre l'énoncé et le visible. On pourrait dire l'énonçable, entre ce que l'on peut énoncer et entre ce que l'on peut énoncer donc, et ce que l'on peut voir. Ce qui veut dire que je ne suivrai pas vraiment le visible, ici la partie sur le cardio, et ça veut dire aussi que la partie sur le cardio n'illustrera pas non plus exactement ce que je dirais. Il y aura toujours une différence. Pourquoi ? Bien parce que il s'agit, et déjà là je reprends ce que je disais il y a une semaine, il s'agit de penser justement à un élément commun aux deux, au visible et à l'énoncé, à ce que l'on voit et à ce que l'on dit. Il s'agirait de penser les deux comme émanant d'une même source, par différenciation. Et en fait, on va voir que cette même source est peut-être un diagramme. Alors pour Deleuze, par exemple, c'est très clairement le nom du diagramme, ou chez Foucault. On produit le visible et l'énonçable à partir d'un grand diagramme, par exemple le diagramme disciplinaire, que Foucault a lu chez Bentham. Et on verra en quoi c'est possible ou non. Est-ce qu'au fond, il y aurait un diagramme qui permettrait duquel on pourrait déduire ou différencier du visible et de l'énonçable ? C'est-à-dire du concept et des choses, des mots et des choses. La grande différence, la grande dualité moderne, occidentale, entre mots et choses, entre visible et énonçable, entre entendement et sensibilité, entre ce qui m'affecte et ce que je pense, donc spontanéité et réceptivité, entre passif et actif, passion et action. Bon, ce grand dilemme-là, est-ce qu'il est surmontable par un diagramme ? Est-ce qu'il est surmontable par une source commune ? Donc là, il y a une question métaphysique un peu. Et c'est la question que j'ai posée la semaine dernière à partir de Kant, à partir d'Emmanuel Kant, qui est le grand penseur du dualisme, le penseur de la finitude humaine, qui montre que nous sommes deux séparés. À la fois, nous recevons des impressions et nous produisons des concepts. Et il est presque impossible de relier ces deux parts de l'humanité. Et en fait, Kant nous a légué ce problème. Et ce problème est toujours le nôtre, en vérité. Qu'est-ce qui me prouve que les équations de Newton et de Galilée s'appliquent vraiment au monde ? Qu'est-ce qui fait que je puis dire qu'elles s'appliquent vraiment au monde et qu'elles disent ce que sont les choses, alors qu'elles sont produites par l'esprit humain ? Question très générale, et on va voir que le diagramme pose cette question-là, permet de penser cette question-là et éventuellement une manière de surmonter cette question, de surmonter ce problème, ce qui en posera d'autres, bien sûr. Oui, donc le diagramme est un concept intéressant puisqu'il est à la fois du côté de ce que font les artistes, de ce que font les compositeurs, de ce que font les poètes. Ils font des diagrammes, et étrangement, depuis peu de temps, pourquoi font-ils maintenant des diagrammes ? Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec ces diagrammes ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces foutus diagrammes ? Pourquoi accumulent-ils tous des diagrammes ? Les compositeurs, les poètes, les musiciens, les mathématiciens aussi font des diagrammes. Les logiciens font des diagrammes. Et là encore, pas depuis si longtemps que ça, en vérité. Plus longtemps que les artistes, certes. Bref, on se rend compte qu'on fait des diagrammes. Mais, d'un point de vue philosophique, on se rend compte que le diagramme pose aussi la question de cette dualité, de ce rapport entre, chez nous, passion, action, sensibilité, entendement. Ce que je dis, ce que je vois. Le diagramme fait les deux choses. Il dit et il montre à la fois. Mais il ne le fait pas sur le même plan. Il dit et il montre. Ce que fait Lucot avec son graphe, il écrit, il dit plein de choses, il énonce des tas de choses et il montre en même temps, il rend visible. Il rend visible et il écrit. Bon. Alors, les trois traits, les trois lignes. Donc tout d'abord, première ligne qui résume donc l'épisode précédent. Nous avons établi avec certitude que le diagramme faisait flotter les monogrammes. Rappelez-vous, le diagramme fait flotter les monogrammes. En fait, le diagramme fait tout flotter. Le diagramme rend tout flottant. Le monogramme, c'est chez Kant ce qui de l'entendement s'impose à la sensibilité. Pour que ça marche chez Kant, pour que la dualité fonctionne, pour que l'homme puisse à la fois recevoir et penser, il faut
il faut que s'unissent en lui les deux moitiés. Et cela suppose, dit Kant, dans la critique de la raison pure, que l'entendement s'impose à la sensibilité, que le concept s'impose à l'impression, à la perception, à l'intuition, que le concept tatoue l'intuition d'un monogramme, marque l'intuition d'un monogramme. Mais dans la troisième critique, la critique du jugement, celle que vous étudiez en cours d'esthétique, Kant montre que le monogramme devient un diagramme. Quand l'imagination qui imprime ces monogrammes sous la dictée de l'entendement, quand elle devient libre, et créatrice, cette imagination, eh bien, elle ne fait plus de monogrammes, elle fait des diagrammes, des entrelacs. Elle fait flotter tous les monogrammes. Et je ne fais là que citer Kant. Ces créations d'imagination forment un dessin flottant au milieu d'expériences diverses, des traits isolés, et que ne détermine aucune règle supposée. Donc quand l'imagination est libre, quand elle délire, eh bien, elle diagrammatise en quelque sorte. Elle fait des choses comme ça, comme ce que vous voyez à l'écran, ce qu'elle fait. Elle décore, elle devient décorative, elle se met à faire des rinceaux à la grecque, voyez, des enchevêtrements de fleurs et d'acanthes. Vous connaissez le grand historien d'art allemand qui a étudié les frises, les bas-reliefs, les éléments décoratifs, Alois Riegel. Bon, en ce sens, Riegel est plus kantien que Hegel et que tous les autres, puisque la beauté libre pour Hegel, pour Kant, c'est ça, c'est l'entrelac, ce sont les feuilles d'acanthe, c'est le décoratif. On pourrait dire que c'est le design au fond. La vraie beauté libre pour Kant, c'est le design, mais un design non fonctionnel, un design qui se suffit à lui-même, jouit de sa propre liberté. Bon. Et voyez donc au cœur de ce lien secret entre ce qui est en moi de passif et ce qui est en moi d'actif, il y a l'imagination créatrice. Il y a cela, le schème, le schématisme qui dit comment se relient les facultés, comment se relient le passif et l'actif, l'entendement et la sensibilité. Eh bien, il n'est possible, il suppose le diagramme. Voyez. Donc très clairement, chez Kant, pour qu'il y ait lien, pour que mes concepts veuillent dire quelque chose, il faut qu'à un moment donné, l'imagination montre qu'elle peut librement produire des diagrammes qui, évidemment, me procurent du plaisir, qui me font dire c'est beau. L'imagination jouissante, libre, qui à la fois affecte la sensibilité et produit des dessins, produit des concepts impossibles, des concepts inimaginables, des concepts que l'entendement ne pourra jamais véritablement unifier. Eh bien, cette imagination, elle est ce qui fait que le monde a un sens. Si vous voulez, pour résumer à nouveau autrement, pour répéter autrement ce que j'ai dit, pour Kant, le diagramme est ce qui fait que le monde a un sens. La question de Kant, c'est en quoi le monde a-t-il un sens? Qu'est-ce qui fait que ce que je vois a un sens? Qu'est-ce qui fait que je me raccorde au monde? Que je ne suis pas dans le chaos total. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des lois du monde que je comprends et qu'en plus je produis, car c'est l'homme qui produit les lois du monde, mais il se trouve que les lois du monde qu'il produit sont effectivement les lois du monde. Et ce cercle vicieux kantien admirable, eh bien, c'est le diagramme qui en dit le fond. Le diagramme comme ce qui justement est à la fois passif et actif. Il est ce qui produit son objet et qui est affecté par son objet. Voilà, donc là on pourrait dire c'est le paradoxe 1, la première ligne horizontale. Premier paradoxe du diagramme, qui est un paradoxe philosophique. Et avant d'interroger les diagrammes que font les artistes, on peut déjà dire que chez Kant, la question se pose ainsi. Voilà ce qu'il lègue à la philosophie. Donc, premier paradoxe. Le second paradoxe serait celui, cette fois-ci, de Deleuze et Guattari, autre grand théoricien du diagramme. Et chez eux, le diagramme est véritablement pensé comme tel. Chez Kant, il n'est jamais nommé comme tel, donc j'extrapole un peu, bien sûr. Mais après le monogramme, évidemment, vient le diagramme. C'est-à-dire, le diagramme étant, de ce point de vue-là, ce qui décrit, ce qui analyse
les choses en mouvement, les choses en tant qu'elles changent, en tant qu'elles évoluent, en tant qu'elles se transforment. Le diagramme dit la transformation, la modification, dit la métamorphose. Voilà ce que dit le diagramme. Le diagramme introduit le temps. Alors, Deleuze et Guattari ajoutent effectivement de nouvelles coordonnées au concept de diagramme et produisent un nouveau paradoxe. Un paradoxe extrêmement intéressant. Alors, je résume encore une fois. Chez Foucault, le diagramme est ce qui permet d'analyser une époque historique. Chaque époque historique a son diagramme. Un diagramme qu'on retrouve dans tous les dispositifs d'une époque. Il y a donc un diagramme napoléonien, il y aurait un diagramme révolutionnaire, par exemple, et il y aurait le diagramme qui est né au 19e et qui est le diagramme disciplinaire, qui fait qu'au fond, la prison, l'école, l'hôpital fonctionnent de la même manière, à peu près. Et que quand on va de l'école à l'hôpital, de l'hôpital à la prison, de la prison dans l'administration, par exemple, eh bien, on a l'impression d'être à peu près à chaque fois dans le même endroit. Il n'y a que l'apparence qui change. Bon. Eh bien, ça, nous dit Foucault, c'est parce qu'au fond, tous ces dispositifs-là, ces dispositifs tous qui sont tous disciplinaires, qui sont là pour dresser les esprits, pour produire des âmes, dit-il encore, ce sont des dispositifs qui produisent des âmes à des corps qui n'en ont pas, n'en veulent pas. On invente des âmes à des corps. C'est à ça que sert la prison pennsylvanienne, première prison moderne. On enferme le détenu dans une cellule pour qu'il puisse réfléchir à son cas, et qu'en lui se constitue une âme surnuméraire qui vient s'attacher à son corps. Bon. Eh bien, ces dispositifs disciplinaires, ils émanent tous d'un même grand diagramme disciplinaire. Ils sont tous les différenciations d'un même grand diagramme. Donc, vous voyez, faire apparaître ce diagramme, le rendre sensible, c'est à la fois comprendre comment fonctionne une époque et en opérer la critique et pouvoir éventuellement agir. Mais cela, évidemment, Foucault, dans Surveiller et punir, c'est de ce texte qu'il s'agit, Foucault ne le fait pas vraiment, et c'est la critique que Deleuze fait à Foucault, tout en reconnaissant la grande valeur de son travail, tout en lui témoignant une admiration profonde. Bien sûr, il explique que, au fond, un diagramme, c'est aussi ce qui fait changer les dispositifs. C'est à la fois ce qui permet de les analyser et de les décrire, en même temps, c'est ce qui fait qu'ils vont muter. Il y a dans tout diagramme une dimension analytique, descriptive, critique, mais aussi une dimension dynamique, très importante. Et chez Deleuze, le diagramme devient machine abstraite. Et la machine, c'est elle qui fait muter les agencements. Alors, tous ces termes, on peut considérer qu'ils sont synonymes. Dispositif égale agencement, diagramme égale machine abstraite. Comme ça, on passe de surveiller et punir à 1000 plateaux. On change les mots, mais on en est à peu près là. Et donc, c'est grâce aux machines, c'est par les machines, qui sont toujours un peu désirantes, qui sont des... Évidemment. Parce que la machine explicite le devenir, la machine, c'est du devenir. La machine cartographie les devenirs, ce qui devient, ce qui change, ce qui se métamorphose. Derrière l'apparente stabilité des agencements, des dispositifs. Apparemment, les dispositifs sont solides. La prison, ça a l'air très solide, effectivement. On ne peut pas changer la prison. Mais si, justement, on fait la cartographie diagrammatique de la prison, on se rend compte que la prison, au fond, n'est que la différenciation d'une machine désirante particulière, qu'il suffirait d'être au bon endroit dans le diagramme, dans la machine abstraite, pour transformer la prison. C'est-à-dire pour introduire en elle des lignes de fuite qui sont des lignes de désir, des devenirs nouveaux. Donc, pour Deleuze, rendre sensible le diagramme, c'est déjà rendre possible une action sur le diagramme, une action sur les agencements et les dispositifs. Ainsi, on ne s'enferme pas, on n'est pas enfermé dans des dispositifs. Et c'est pour ça que c'est à ça que sert un mille-plateau. Le mille-plateau sert à ça, à rendre sensibles les machines qui sont derrière les agencements. On peut le comprendre comme ça, en tout cas. Encore plus que l'anti-Oedipe, finalement. Bref. Mais je ne veux pas rentrer dans le lexique, dans la complexité de Deleuze et Guattari. Je veux juste faire apparaître le deuxième paradoxe du diagramme, après le premier, affection, spontanéité, passion, action. Bon, après le premier, le second, c'est un diagramme à la fois ça analyse et ça change. À la fois ça analyse et ça fait changer. C'est-à-dire qu'on fait des diagrammes pour faire mentir nos diagrammes. C'est très simple. Je ne sais pas si vous avez vu
les conférences que donnait Al Gore. Vous vous rappelez Al Gore, qui se définissait comme l'ex-futur président des États-Unis. Vous vous rappelez Al Gore, après avoir échoué à la présidence, s'est lancé dans une campagne interminable destinée à alerter les consciences publiques sur le réchauffement climatique. Et dans sa conférence, vous vous rappelez, Al Gore présentait un diagramme qu'il escaladait comme une échelle pour montrer à quel point ce diagramme était himalayen, comme un Everest, quoi. Et bien, il se trouve que ce diagramme, nous l'avons ici. Il est derrière vous, un peu à gauche. Ce diagramme, ce sont ces tables-là, ces tables qui ont été étrangement superposées. Et c'est à peu près exactement le diagramme d'Al Gore, un diagramme qui figure, qui représente l'évolution de l'émission de CO2 dans le monde au cours du siècle passé. Donc on a le diagramme de l'évolution du taux de CO2 dans l'atmosphère, des quantités de CO2 émises et donc du taux de CO2 dans l'atmosphère. Et c'est un diagramme himalayen, ça commence très lentement, vous voyez, c'est un diagramme exponentiel, ça commence lentement, puis à la fin, il faut prendre une échelle quasiment pour accéder au diagramme. Donc si par exemple, si Kevin pouvait monter sur les tables, on se rendrait compte à quel point ce diagramme est difficile, délicat, instable en même temps, inquiétant. Et ce diagramme, nous dit Al Gore, nous l'avons produit. C'est nous qui avons produit ce CO2, c'est nous qui avons superposé ces tables. Et Al Gore, évidemment, il choisit ce diagramme qui est un parmi des milliers d'autres. Il choisit ce paramètre, un parmi les milliers d'autres. Et ceux, évidemment, qui ne sont pas d'accord pourraient dire il y a d'autres diagrammes, d'autres paramètres à produire, notamment la capacité de résilience, les océans, les forêts, tant qu'elles existent, bien sûr, les poissons dans les océans, des plantes dans les forêts. Mais ce que veut faire Al Gore, bien sûr, dans ce cas-là, c'est faire mentir son diagramme. Il nous montre ce diagramme pour que nous sortions de chez nous et nous achetions une voiture électrique, cessions de fumée, que nous vendions nos vaches, que nous plantons des arbres, etc. Donc on fait des diagrammes pour faire mentir des diagrammes. On fait des diagrammes parce qu'on pense que les diagrammes peuvent faire muter les agencements. En l'occurrence, c'est ici l'agencement qui fait qu'on produit beaucoup trop de CO2 pour la capacité d'absorption de la planète Terre. Voilà, tout simplement. Vous comprenez, ça c'est simple en fait, cette histoire. On est dans un mauvais agencement, eh bien, on va en faire le diagramme pour pouvoir changer l'agencement. Bon, donc deuxième paradoxe. Donc on a la ligne K, la ligne DG de Deleuze-Guattari, et la troisième ligne, c'est la nôtre, bien sûr. Et pour l'instant, on ne peut rien en dire de cette ligne, parce que, d'abord, cette ligne, elle s'interrompt, vous voyez. Donc elle repart à zéro, cette ligne, très souvent. Et on ne sait pas encore où elle va. Donc pour savoir où elle va, il faut changer de transparence. Donc il y a toujours notre ligne principale qui poursuit son chemin. Et puis il y a les deux lignes, la ligne K, la ligne DG, qui poursuivent leur chemin également. Et puis il y a une quatrième ligne, vous voyez, qui part du bas, vous voyez, une ligne verticale, au centre de la page. Bon. Ça, c'est la ligne C. C'est la ligne qui s'appelle Cage, John Cage. C'est cette ligne-là, vous voyez. Bon, il se trouve que les trois lignes en question, ligne DG, ligne K et ligne C, s'interrompent à peu près au même endroit, au même moment. Et elles essaient de se rapprocher les unes des autres. Il y a très clairement un rapprochement très fort entre la ligne DG et la ligne K. La ligne DG est celle qui est en haut. La ligne DG est assez stable, étrangement, et c'est la ligne K qui se rapproche de la ligne DG. On peut dire que c'est le trajet que fait Kant de la première à la troisième critique, on pourrait dire. On pourrait dire, si on devait être particulièrement précis, je dirais que cette ligne-là, c'est la ligne d'accélération pure, ça, c'est la ligne d'accélération pratique, et ça, c'est la ligne d'accélération. Donc, première, deuxième, troisième critique. Parce que la d'accélération pratique, c'est la critique qui produit le rapport entre moi et Dieu. C'est un rapport, évidemment, de moi avec l'inconnaissable, c'est un rapport vertical, et qui n'a pas jusqu'au bout, évidemment, parce que Dieu n'est pas atteint. Ce qui est atteint, c'est l'impératif catégorique, c'est la morale. Fait en sorte que la maxime de ton action puisse valoir comme loi universelle. C'est exactement la phrase qu'a prononcée Eichmann pour se justifier. Pour justifier de ses crimes
sous le nazisme, Eichmann a cité l'impératif catégorique de la morale kantienne. À la très grande surprise de Hannah Arendt, qui littéralement a mis du temps à accepter le fait que Eichmann ait pu ainsi citer cette phrase de Kant assez justement, sauf qu'évidemment il donnait un sens très particulier, puisque pour lui, faire ainsi, c'était appliquer la loi étant la parole du Führer, la parole de Hitler lui-même. Donc l'impératif catégorique était ici, fait en sorte que la maxime d'action puisse valoir, enfin que la maxime de l'action du Führer, que la voix du Führer, que la parole du Führer puisse valoir comme loi universelle. C'est plutôt ça, le sens qu'il donnait à Kant. Un étrange dévoiement, détournement de la morale kantienne ici. Mais qui nous éloigne du sujet. À part ça, Hannah Arendt a fait des diagrammes extraordinaires du totalitarisme. Elle a été une des plus grandes diagrammaticiennes du système totalitaire. On peut dire qu'elle a fait ça. Elle a produit le diagramme du système totalitaire. Vraiment. Effectivement, au cœur de ce diagramme, au cœur de l'oignon, au cœur vide de l'oignon, il y a ce détournement de la maxime kantienne. Tout ce que dit le chef vaut comme loi universelle. C'est le rapport immédiat entre la parole du Führer, la parole du chef et l'action. Alors, critique en pratique et puis critique du jugement qui, vous voyez, dans son rapport nouveau, étrange entre les facultés, introduit une sorte de ligne logarithmique qui tente à se rapprocher de la ligne DG sans jamais y parvenir. Elle devient tangente, en fait, presque parallèle. On devine qu'elle devient parallèle à la ligne DG, donc elle n'y arrive pas vraiment. Et puis la ligne Cage est une ligne un peu flottante. Après cette verticalité extraordinaire, là, cette verticale, qui pourrait être par exemple la verticale de 51, où Cage à la fois s'enferme dans la chambre anéchoïde, découvre qu'il n'y a pas de silence, que tout est bruit, silence et musique, et compose Music of Changes en déléguant la composition au Yiking à des procédures extérieures, impersonnelles. Après cette verticale, il y a cette double courbe, vous voyez, qui tourne autour d'un point d'inflexion. Ça, c'est assez leibnizien, vous voyez. On a un point d'inflexion qui est le point où la courbe se retourne. La courbe commence par monter assez vite et puis elle commence à monter de plus en plus lentement jusqu'à passer à l'horizontale. Et là, entre les deux, il y a un point précis, exact, où la courbe s'infléchit. Vous voyez, c'est un point d'inflexion. Et Leibniz a inventé des équations, la mathématique qui nous permet de penser véritablement le point d'inflexion ici. Au fond, un point différentiel. On peut penser la différentielle pour penser le point d'inflexion. Au moment où ça s'inverse. Et Leibniz se dit dans la vie de tous les jours, dans la vie de tout être sur Terre, il y a des points d'inflexion de ce genre. Vous êtes quelqu'un, ou plutôt vous êtes parti, vous allez faire quelque chose, et puis vous voyez, et vous êtes assez déterminé, puis à un moment donné, vous changez d'idée ou de but, de finalité, mais sans jamais savoir à quel moment vraiment vous changez, puis sauf que vous vous rendez compte à un moment donné que vous faites autre chose, que vous êtes parti ailleurs, vous avez changé de but, d'intention. Oui, mais ça, c'est ça. Mais quand on cesse d'aimer quelqu'un, par exemple, on aime beaucoup quelqu'un, et puis il y a un moment bizarre, et puis on se rend compte qu'on n'aime plus. Ouais. On ne sait jamais où est le moment précis, où ça s'arrête, l'amour. Et bien, ce moment-là, c'est ça. Il faut une différentielle pour ça. C'est-à-dire qu'il faut passer sur un autre plan mathématique pour comprendre où est ce point d'inflexion. Il faut traduire, si vous voulez, cette courbe-là, la courbe sur laquelle on ne voit pas le point, en un système d'équations qui le font apparaître, le rendent visible, ce point. Il faut inventer les mathématiques différentielles. Il faut traduire, transcrire, transposer. Bon, et ça, c'est ce qu'on va voir plus tard. Bref. Donc Cage s'arrête aussi parce que, comme on l'a vu avec la partition de Cage la dernière fois, au fond, Cage échoue à faire un vrai diagramme. Ça, déjà, je rends hommage à Thierry Moulier, qui a fait apparaître les limites de la partition de Cage. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, la partition de Cage en question, que je n'ai pas amenée aujourd'hui, s'intitule Cartridge Music et est composée d'une série de calques que je posais également sur un rétroprojecteur comme cela. Donc, il y avait des formes qui constituent le fond de la partition, et sur ces formes, on a ajouté des calques, donc des points, des cercles, donc un calque de cercle, un calque de points, un calque avec des petites horloges,
puis un calque avec une ligne en pointillé qui est censée traverser tous ces éléments. Et en fait, la musique consiste, l'œuvre musicale consiste à suivre la ligne à travers les points, les cercles, les formes et les petites horloges. Et avec ça, on a une partition. On empile comme on veut les calques et on produit une partition de musique qu'on peut jouer véritablement en suivant la ligne. Voilà, il y a plein, après, il y a un mode d'emploi assez complexe pour pouvoir jouer cette partition. Et là, Thierry, brillamment, nous dit, mais que se passe-t-il si on pousse les calques, si on met les calques, si on les éloigne les uns des autres? Qu'est-ce qui se passe si les calques cessent de se superposer? Si on pousse la partition de calque à ses limites? Eh bien, si les calques évidemment ne se superposent plus, il n'y a plus de musique du tout, il n'y a plus rien. Parce que la ligne censée traverser les lignes et les points, cette ligne-là, elle ne traverse plus rien. C'est une ligne qui fonctionne à vide. Et c'est la limite du diagramme keynésien, si vous voulez. C'est qu'il est très contraint. Si la ligne n'est plus sur les calques, eh bien, elle ne dit plus rien, elle n'est vraiment plus rien. C'est même pas du silence, c'est rien du tout. On est hors de la musique. Et pourtant, pour Cage, on n'est jamais hors de la musique, puisque la musique égale le bruit, égale le silence, égale le son. Donc comment est-ce qu'on peut être à la fois dans la musique et hors de la musique? Donc là, il y a un problème qui se pose à Cage, qui peut être encore musicalistro. Parce que derrière ces histoires, Cage nous dit quand même, tout est musique, au fond. Au fond, il ne nous dit pas, tout est bruit. Il nous dit plutôt, si vous écoutez bien un bruit, il devient de la musique. Donc il veut encore faire de la musique, au fond, Cage. Et peut-être qu'on s'en fiche de la musique, au fond. Peut-être qu'on ne veut plus faire de musique. Peut-être que le but de Cardew, ce n'est pas de faire de la musique. Peut-être que le but du diagramme, ce n'est pas d'être une partition de musique. Au fond, je pense que le diagramme de Cardew, la partition de Cardew, est ce qui nous permet de ne plus faire de musique. Ce qui nous oblige à cesser de faire de la musique. C'est une discipline pour ne pas faire de la musique. Et alors pourquoi parler d'échec? Échec en tant que diagramme, mais réussite en tant que partition, certainement. C'est une partition intéressante, bien que très contrainte. En tant que partition, c'est quand même pas la plus réussie de Cage, à vrai dire. Elle ne donne pas des résultats extrêmement intéressants. Sonorement, je veux dire. J'ai écouté beaucoup de versions de cette partition. C'est pas extrêmement intéressant. C'est le dispositif qui est intéressant, mais le dispositif a ses limites, et des limites qui font qu'à un moment donné, je pense qu'il cesse d'être vraiment un diagramme. Donc bref, tout ça sera plus clair plus tard. Donc les trois lignes s'arrêtent. Vous voyez ? Il ne reste que la ligne principale affublée du chiffre 1. Et là on entre dans une autre dimension, bien sûr. Puisqu'on retrouvera ce chiffre 1. Il y a d'autres chiffres dans la partition de Cardew, mais ce chiffre va revenir assez vite, et assez vite de manière assez compulsive, obsessionnelle. Alors en général, quand il y a un chiffre dans une partition, c'est pour indiquer, par exemple, un mètre, c'est-à-dire un nombre de mesures. Ou bien sûr, comment fonctionne une mesure, c'est-à-dire quel est l'étalon de la mesure, si c'est une croche, une noire, une double croche, une ronde ou une blanche, et combien il y a de ces ronds, noires, double croche, croche ou blanche dans chaque mesure. 6, 8, 4, 4, 2, 2. Évidemment, quand il y a juste le chiffre 1, les choses sont un peu différentes. Mais dans les partitions, par exemple, un peu libres, ouvertes, les chiffres indiquent les moments où les interprètes peuvent commencer à faire des choses, à improviser, comment ils peuvent agencer les morceaux de partition. Là, le chiffre, vous voyez, devient flottant. Il cesse d'avoir le sens musical qu'il a tout le temps dans les partitions. Il n'a plus aucun sens particulier. Et il va même devenir une sorte de rébus, vous allez le voir. Il va participer à une sorte de rébus. Donc, nous suivons cette ligne, et cette ligne qui paraît être identique, qui paraît demeurer toujours la même, toujours identique à elle-même, en vérité, cette ligne ne cesse de s'enrichir et de s'appauvrir, ne cesse de changer, évidemment, de manière imperceptible. Elle s'enrichit et s'appauvrit de ce qu'elle traverse, de ce qu'elle croise, et de ce qui la croise, et de ce qui l'interrompt, bien sûr. Donc cette ligne est aussi la synthèse, évidemment, de ce qui l'a croisé. Et de ce point de vue-là, on peut l'appeler, cette ligne, on peut l'appeler KDGC, dans la mesure où elle fait la synthèse, où elle prend des bouts de Kant, de Deleuze, de Guattari et de Cage. Mais dans la mesure où cette ligne nous mène ailleurs,
Puisque au fond, c'est cette une ligne-là qui est diagrammatique. C'est cette ligne-là qui change les agencements qui se trouvent sur chaque page. Puisque chez Cardew, il y a des agencements typographiques, des agencements graphiques, qui à chaque fois se métamorphosent. Et donc on pourrait dire que s'il y a une ligne diagrammatique qui fait que ça change, eh bien, c'est cette ligne-là précisément. Elle est comme au-dessus du reste, elle n'est pas au même niveau que le reste, elle n'est pas sur le même plan que les autres signes. Elle appartient à un autre régime de signes, pour paraphraser Deleuze encore une fois. Donc cette ligne-là qui s'appelle KD-GC pourrait aussi s'appeler CC ou HL ou GG. Donc Cardew, Grand Graph, Hubert Lucot. Bon. Alors continuons. Et nous avons un 3, on pourrait dire qu'il y a 3 figures dans cette page. On a 3 figures. On va d'abord essayer de comprendre cette page avant d'essayer de saisir où elle nous mène. Oui, donc on a très clairement 3 figures avec une première figure qu'on peut lire de manière assez simple. Ces deux petits traits verticaux sont une préparation à la libération de la petite ligne qui s'échappe, une petite ligne mince qui s'échappe de la ligne grasse et qui bifurque au moment de toucher ce qui ressemble à un mur ou à une fenêtre ou à une zone de réfraction, puisqu'on a 2 lignes, une mince et une grasse qui se suivent. Donc c'est comme un milieu, plus qu'une porte, ou alors une porte à double battant ou une fenêtre à double vitrage, mais plutôt un milieu de réfraction. Et vous voyez que cette ligne bifurque avant de toucher le mur. Elle est comme repoussée par cette zone. Mais il se trouve que de cette zone, c'est pour ça que je dis que c'est une zone de réfraction, va surgir une autre figure, qui est la dernière partie de cette grande figure, où l'on a 5 lignes qui partent en faisceau. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que la ligne du milieu devient flèche, et cette flèche produit un effet intéressant, puisqu'elle va avoir pour conséquence le rapprochement des 2 lignes connexes, 2 lignes qui vont se rapprocher, produire une pointe, une aiguille, pendant que les 2 autres vont s'épancher, s'écarter l'une de l'autre, produisant une figure en trident. Donc là, on a un mouvement, vous voyez, un mouvement d'épanchement et d'étrécissement. À la fois, ça s'épanche, ça s'écarte, ça se rétrécit en même temps. Et musicalement, c'est extrêmement intéressant à mettre en son, par exemple, à interpréter musicalement. Ça, c'est une très belle figure à interpréter, c'est très beau. Il y a plein de manières musicales d'interpréter ça. Cette ligne qui s'arrête, qui bifurque, cette zone de réfraction qui produit ce faisceau, qui à la fois s'étrécit, en même temps s'épanche, qui finit en pointe et en trident. C'est un très beau moment. Bon, deuxième figure, c'est une sorte de rébus, on pourrait dire. Un cercle noir à point blanc, un peu malévitchien. On a un rébus muet, un rébus sans chiffre. Et pourtant, ce rébus a un chiffre, qui est le chiffre 1. Donc voilà par exemple un moment musical très délicat à interpréter, beaucoup plus complexe. Oui, parce qu'on peut comprendre la première figure de manière assez littérale, comme un mouvement musical, alors que donc le chiffre est assez évident. C'est comme un mouvement, alors qu'on peut paramétrer comme on veut. Ça peut être un mouvement qui serait de l'ordre, par exemple, du volume sonore, de l'amplitude, ou un mouvement qui pourrait être d'ordre mélodique ou harmonique. Bon. On paramètre un chiffre qui existe. Là, il n'y a pas de chiffre du tout. On peut interpréter 1 de 1000 manières. Comment chiffrer un chiffre? Donc là, c'est comme si la partition de Cardew se regardait elle-même. Comme si elle disait que son chiffre était indéchiffrable. Que quelques chiffres qu'on utilise, il faudrait changer de chiffre à la figure suivante. Qu'au fond, tout chiffre est arbitraire et tout chiffre ne cesse de changer. Ce qui est valable pour la figure d'avant ne l'est plus pour la figure d'après. Et Cardew nous dit là ce qu'est un monde diagrammatique. Car c'est la question que je voudrais poser maintenant. Refaisons un tout petit peu de philosophie, si vous voulez bien. Repartons du monde kantien. Bon, le monde pour Kant a un sens, bien sûr, puisque je peux agir dans ce monde. Puisque les lois que je formule, effectivement, s'appliquent à ce monde.
Mais le monde du diagramme, nous dit Cardew, est un monde qui est trop hétérogène pour pouvoir être justement pensé d'une seule manière. Trop hétérogène pour avoir un seul sens. Trop hétérogène pour être soumis à un seul ensemble de lois. Et les trois figures, effectivement, sont absolument hétérogènes. Nous avons une figure qui pourrait être musicale, une figure qui est un rébus chiffré, indéchiffrable, un chiffre et un cercle, une sorte d'abstraction au carré. Et nous avons ensuite une sorte de figure qui pourrait être une plante, une fleur, un hochet, et qui est beaucoup plus figurative. Donc on aurait la musique, l'abstraction, la figuration, tout ça sur une seule page. Et il est impossible de penser ensemble ces trois figures. Et aucun musicien ne peut, avec un seul code, décoder ces trois figures. Donc, Cardew nous parle d'un monde qui serait indécodable, d'un monde qui serait trop différencié, trop complexe, trop pluriel, trop étranger à lui-même, trop transcendant par rapport à lui-même pour pouvoir être décodable, pour pouvoir être cartographiable. Voilà, on parle d'un monde qu'on ne peut pas cartographier. Dans ce monde, il n'existe aucune carte. Il n'existe qu'une multiplicité indéfinie de cartes. Voilà ce que dirait cette page. Et là, je pense à deux auteurs. Je ferai deux références, si vous voulez. Deux auteurs pensent précisément cela, le fait que le monde n'est cartographiable que localement, qu'il n'y a de cartes que locales de ce monde, et donc un nombre indéfini de cartes qui se connectent les unes aux autres sans produire une carte complète. C'est comme si vous connectiez toutes les cartes qui gênent au 25 millième du monde, elles ne formeraient pas ensemble une grande carte, mais une multiplicité hétérogène de cartes. Donc c'est plutôt des cartographies à chaque fois différentes, puisque évidemment il faut non seulement multiplier les cartes, mais multiplier les cartographies et les méthodes cartographiques pour pouvoir penser le sens de ce monde, qui donc n'a pas de sens en tant que tel, qui n'a qu'une multiplicité indéfinie de sens. Et bien ces deux auteurs sont Frederick Jameson et Bruno Latour. Alors, on connaît le grand livre de Jameson sur le postmodernisme, mais bon, ce que dit Jameson, c'est que postmoderne est le nom de cette époque qui a totalisé le monde, donc le monde est totalité, mais c'est une totalité qui est tellement différenciée, tellement complexe, tellement hétérogène, qu'elle n'est pas pensable comme telle, qu'elle n'est pensable que localement. Ce monde est non représentable. Il faut donc inventer des manières toujours nouvelles et différentes pour le représenter. Il faut donc sans cesse le diagrammatiser. C'est un monde qui est voué au diagramme, c'est-à-dire qui est voué à des représentations qui ne pourront jamais produire une grande représentation unifiée. Alors, Jameson le montre de mille manières. On prend beaucoup d'exemples dans l'architecture, dans l'art contemporain, dans le cinéma aussi. C'est son interprétation du capitalisme, du stade avancé du capitalisme aussi. Et c'est ce qu'il appelle, en une phrase, si vous voulez, ce qu'il appelle la semi-autonomisation de la réalité. C'est-à-dire que la réalité est faite de toutes sortes de morceaux de réalité, de bouts de réalité qui, chacune, devient semi-autonome par rapport aux autres. Donc il y a tout un étagement pluriel et différencié de réalité, et chacun de ces bouts de réalité s'autonomise, devient une réalité différente, dans la texture de plus en plus tramée du monde total. Et dans une même entreprise, nous dit Jameson, dans une même société, dans une même holding, il y a des niveaux de réalité tellement différents qu'on peut à peine les articuler les uns avec les autres. Ils sont tous semi-autonomes. Et, il explique Jameson, le monde ne fonctionne, le capitalisme ne fonctionne que parce que ces zones sont semi-autonomes les unes par rapport aux autres. Il faut la semi-autonomisation des zones de la réalité, des zones du monde, pour que le monde fonctionne, pour que le capitalisme fonctionne. Bon, c'est juste un exemple. Vous pouvez regarder dans Jameson. Et le deuxième exemple, le deuxième cas, serait celui de Bruno Latour, qui, comme vous le savez, depuis quelques années, pensait ce qu'il appelle une cartographie des controverses. Il propose à ses étudiants, à Sciences Po, mais aussi un peu partout, puisque c'est maintenant un mouvement qui concerne beaucoup d'universités, aux États-Unis,
en Angleterre et ailleurs, il propose des cartes de controverse. Alors pourquoi? Eh bien parce que, si vous voulez, il y a des débats, des questions qui sont posées, qui nous sont posées à nous tous, qui relèvent de l'espace public, mais ces questions, on ne peut pas les poser vraiment. On ne peut pas participer à ce débat car il nous manque beaucoup de choses. Au fond, ces questions ne sont qu'apparemment publiques. Et pour pouvoir véritablement entrer dans le débat et poser ces questions, eh bien, il ne suffit pas d'ouvrir sa radio, de lire le journal. Il faut faire la carte de tous les acteurs, de toutes les opinions, de tous les éléments qui participent à chaque débat. Et si on n'a pas la carte complète, on ne comprend rien à ce qui se passe. On ne sait même pas sur quoi porte véritablement la question. Donc, si vous voulez, les cartes de controverse, c'est pour Latour une manière de produire de la démocratie, de faire concrètement de la démocratie, de rendre publiques des questions qui sont en fait qu'apparemment publiques, qui sont en vérité tellement confuses, enfouies, compliquées que personne ne peut véritablement débattre. Donc pour qu'un débat soit possible, pour qu'une agora existe, je sais que l'agora est un thème important à l'école d'art de Marseille aujourd'hui, dans le cadre d'un workshop qui concerne plusieurs écoles, eh bien, pour qu'il y ait agora, il faut que les controverses soient rendues publiques. Et pour ça, il faut une carte, car le monde est trop complexe, il y a trop d'acteurs, à trop de niveaux différents, pour qu'on puisse soi-même faire cette carte. Il faut être plusieurs pour faire cette carte. C'est une carte collective. Donc voilà ce qu'explique Latour. Car, évidemment, cette carte va mettre ensemble des éléments qui relèvent du juridique, du politique, de l'économique, du scientifique, des acteurs, des énoncés, des publications, des articles, des décrets, des votes, des découvertes, des lois, etc. Et tout ça est articulé. Donc c'est un point de vue sur le monde, un point de vue. Donc c'est un diagramme en ce sens, puisqu'il s'agit de mettre en réseau des choses qui sont prises à plein de niveaux différents, dans plein de pays différents, de manière à donner à celui qui veut débattre tous les éléments nécessaires au débat public. Donc rendre public, c'est produire quelque chose. On va rendre public une controverse littéralement en la produisant, en la découvrant, en l'inventant, en produisant son graphe. Et donc, de ce point de vue-là, le diagramme est efficace que s'il adopte un point de vue très particulier, que s'il fait une carotte extrêmement restrictive dans le monde. C'est parce qu'il est limité qu'il peut être efficace, qu'il peut justement produire de la démocratie. Deux exemples, donc. Les conditions, si je puis dire, ontologiques, historiques du diagramme chez Jameson et la pratique concrète du diagramme chez Latour. Bon. Alors maintenant, nous en sommes maintenant à la page blanche. Nous en sommes à la page blanche, monsieur. À la page toute blanche, qui est la page 141. Cette page, il n'y a rien. Et il faut donc remplir. Eh bien, le plus simple, c'est de la remplir avec le graphe qui est là, derrière vous, qui d'ailleurs commence un peu à se replier. C'est effectivement recoller ce graphe. Donc ce graphe qui est au sol, ce graphe de Berlucco qui est au sol n'a pas toujours été au sol. Puisqu'il était au départ à l'origine sur son mur. Donc ce qui est intéressant dans ce graphe, c'est la dynamique, si vous voulez. C'est la dynamique d'écriture diagrammatique de Berlucco qui l'a amené petit à petit à produire ce graphe.
Il a commencé en écrivant un texte sur une page, sur une table. Comme on fait tous, on prend un stylo et on écrit un texte sur une page, comme il faisait avant, ce 14 mai 1970, chez lui à Paris. Et puis il est sorti de la page et il a commencé à écrire, porté par le mouvement diagrammatique, sur la table. Et de la table, il est passé sur le mur. Donc le graphe a immigré sur le mur de son appartement et a commencé à emplir ce mur, à passer au mur latéral. Et après un an et un mois de travail, en juin 1971 donc, le graphe s'est achevé. Alors vous voyez que on voit rarement ce graphe, à vrai dire. On le voit par petits bouts, mais on le voit quasiment jamais en entier. Donc le voilà. C'est la photographie de l'original. Il a fait photographier l'original par un photographe de son quartier, qui est venu et qui a fait une photo à l'échelle 1. C'est un tout petit peu moins que l'échelle 1. Et cette photo, beaucoup plus tard, 20 ans plus tard, a été reproduite. Et elle est disponible, enfin plus je crois maintenant, mais dans la boîte que propose Tristram. Tristram qui est également l'éditeur, comme vous le savez, du Tristram Shandy, des aventures de Tristram Shandy, le texte le plus délirant de l'histoire de la littérature anglaise et peut-être de la littérature mondiale, dans lequel il y a également des graphes, un texte du XVIIIe siècle, du très grand Lowenstern, un très grand auteur anglais. Chesterton est amusant, mais il est beaucoup moins délirant et beaucoup moins créatif que Stern. Alors, il y a 18 zones. Vous voyez, donc là, on comprend ce que c'est qu'une zone. Ça peut paraître abstrait, le concept de zone. En fait, c'est très concret, la zone. Et la zone, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de début ni de fin, qui peu à peu, qui toujours chevauche une autre zone, mais qui à un moment donné s'arrête. La zone, c'est un peu une ligne d'inflexion. On passe comme ça, d'une zone à une autre, sans vraiment savoir où commence la première zone et où finit la précédente. Mais quand on a changé de zone, on le sait. Donc il y a des points d'inflexion qui font qu'on passe d'une zone à l'autre. Et là, il y a 18 zones, et vous voyez très clairement que, effectivement, quand on lit, on se retrouve tout à coup dans une autre zone. Donc par exemple, là, cette zone-là, c'est la fusée. Vous voyez, c'est une zone qui est à la fois suit un texte en même temps, crée une ligne à travers le diagramme, à travers le graphe. Il y a des zones où le graphe se stabilise, il y a des zones où il s'échappe. Il fait des sauts et des bonds aussi, quelquefois, d'un point à l'autre de l'espace. Quelquefois, il revient sur lui-même, comme par exemple ici, là. Vous voyez, au milieu du ventre, ça c'est le grand ventre. Et quand il dit ici, graphe, la peur qu'il se graphe, contrairement à tous les vieux livres, mécaniquement se fasse, encore moins la rage dedans, refus du pathétique, rage par laquelle J.M.G. Le Clésio nous saoulait dans une nouvelle qui voulait nous faire croire à quelque métamorphose, Kafka, mais le seuil d'une deux chevaux, le pas d'un mulet, le terme sanguinolent d'une allumette vient de vibrer dans l'alvéole qui est gravement dans ma bouche. Et donc là, vous voyez, le graphe revient sur lui-même et on pourrait commencer, vous voyez, parce qu'il y a juste avant cette phrase, il y a un cercle avec un trait vertical qui indique qu'on peut commencer le graphe par là. On peut commencer le graphe à tout signe comme celui-là. Donc on peut le commencer là, même si en vérité, chronologiquement, il a commencé là-bas, avec les flèches là. Et à côté de ce signe, il y a puisque automatiquement social. Et donc il commence par revenir sur le graphe. Donc ici nous sommes dans le graphe, nous sommes au milieu du graphe, et ici le graphe commence. Et après avoir dit en gros à quoi servait le graphe, c'est-à-dire en quelque sorte à nous débarrasser des vieux livres et du pathétique, à être non pathétique, sans être dans une métamorphose. On ne va pas singer la métamorphose, on ne va pas dire que quelque chose se métamorphose, on va faire en sorte que le texte lui-même se métamorphose. C'est ça le diagramme, ça change. Ça change vraiment. C'est pas ce qui est dit qui est changé, c'est le dire lui-même qui change. Et on arrive à la bouche, et après on a le palais, vous voyez, le palais que tient la voûte, piment, etc. Bref. Et on pourrait de là effectivement choisir, par exemple, de partir en spirale, de tracer des lignes, d'épuiser des zones,
Alors, il se trouve que Bucco a écrit 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, en 75, une version linéaire du graphe, VL. Une version linéaire qui tient dans un livre. Il a fait du graphe un livre. Et donc, il a en partie réécrit le graphe. En tout cas, il l'a écrit comme jamais on ne pourra le lire, évidemment, comme ça. Cette version est très différente et beaucoup moins intéressante, bien sûr, que le graphe lui-même. Mais néanmoins, voilà ce qu'il dit. Alors, un passage que je n'arrive pas à retrouver sur le graphe. En fait, je crois qu'il a ajouté des choses, en fait, qu'il indique être sur le graphe, mais qui n'y sont pas. C'est très intéressant. Donc, en fait, ce livre-là est une manière de nous perdre dans le graphe, puisqu'en lisant ce livre, on veut retrouver ce qu'on a mis sur le graphe, et en fait, on s'y perd. C'est ça, oui. Si je puis dire, hein, si on peut dire. Qu'est-ce que je gagne si je le trouve? Très bien. Eh bien, tu as le droit, peut-être, de prendre un bout du graphe avec toi. Donc, c'est un passage intéressant puisqu'il revient sur ce que c'est que faire graphe. Hein. Faire graphe, travailler, compléter, accroître, ce sera encore plus flou, fou que mes vieux livres. Les rames de structure, position durcie, 1000 départs. Hier, j'écrivais « Flèche indique la direction avec agressivité, nul retour, chair déchirée. Gruppein und an Stockhauser, vieux mot d'ordre, chaque signe en son. » Là, c'est une référence scriptée à Stockhausen et à Gruppen. Un Gruppen qui est une œuvre musicale de Stockhausen pour 3 orchestres, dirigés par 3 chefs, qui prend la forme d'un fer à cheval. Chaque orchestre étant très différencié, différent des autres, instrumentation différente, formant différent, séries différentes, chefs différents donc, et néanmoins les 3 orchestres qui se succèdent, se superposent, se chevauchent, finissent par jouer ensemble quelque chose qui est tellement complexe, tellement bruyant, qu'il est littéralement impossible à élucider à l'audition. Et donc là, on a un mouvement qui est assez proche, musical cette fois-ci, de ce qu'on appelle diagramme. On produit des orchestres très différenciés, donc des zones orchestrales très différenciées, instruments différents, timbres différents, rythmes différents. Et on met 3 chefs différents, bien sûr, qui se coordonnent, parce qu'effectivement, les gestes des 3 chefs sont coordonnés, mais quand, tout à coup, tout ça joue ensemble, à un moment précis dans l'œuvre, tout ça n'est absolument plus compréhensible. On produit, effectivement, par le chevauchement des orchestres, une confusion insurmontable. Et quiconque a entendu Gruppen sait qu'à un moment donné, Gruppen nous perd complètement. Même une oreille absolument sérielle, même une oreille boulésienne ou eudvechienne, serait absolument perdue dans Gruppen. Et ça, c'est typiquement des effets du diagrammatisme. Ivo Malek aussi a fait ça, non? Oui, alors Ivo Malek, en effet. Alors ça, 2 orchestres dans les années 90, je me à la maison de la radio. Il y avait 2 chefs d'orchestre, 2 orchestres. Il s'appelle Ivo Malek. D'accord. Oui, non, mais je connais Ivo Malek, mais je ne connaissais pas cette œuvre Ivo Malek. Je pense qu'il a étudié avec Stockhausen. Bon, c'est un monsieur qui a 80. Oui, très âgé. Mais j'ai déjà entendu des pièces de lui, mais pas celle-là. C'était 2 chefs d'orchestre, 2 orchestres. Alors ça, c'est une tradition ancienne, puisque à l'époque, au début du siècle, un compositeur américain comme Charles Ives, par exemple, avait composé des œuvres pour plusieurs orchestres avec plusieurs chefs déjà. Ouais. Mais pas au sens de Stockhausen, c'est-à-dire au sens d'une complexité qui est... voilà. Plus audible. Il y a un moment où... Il y a un croisement de voix d'un côté de... L'écriture est tellement complexe qu'elle rend toute audition structurelle impossible. Voilà, en fait, c'est la... Si vous voulez, d'un point de vue de l'histoire musicale, c'est la fin de l'écoute structurelle adornienne. À un moment donné, on ne peut plus écouter structurellement ces œuvres. Elles sont incompréhensibles. Voilà. Même avec la partition, on ne comprend pas. Et ça, c'est un effet stockhausenien volontaire. Et là, on le retrouve là, quoi. Il le cite. Et il se trouve que Cardew a travaillé avec Stockhausen au moment précis où Stockhausen écrivait Gruppen à Cologne. Un Cardew qui s'est ensuite, évidemment, retourné contre son maître et qui a écrit un livre magnifique en 1974 qui s'appelle Stockhausen sert l'impérialisme. D'ailleurs, épuisé. Très difficile de trouver ce livre, vraiment. Sert l'impérialisme, en anglais. 74, donc bien après, bien sûr, et juste après la fin de l'écriture. Non, mais c'est un livre intéressant, parce qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est un peu un slogan, si je puis dire. Donc, il continue en disant non à littérature, non, non à littérature, non, entre guillemets.
Ce sera toujours inspiré ou rien, mais que rupture soit rupte, sujet dit-elle, but tout de suite et filant vers d'autres, chacun signe en son temps. Faire graphe, on l'affichera, je pourrais me voir géant, salle des édifices, odeur d'un plancher, les espaces sont du verre au XXe siècle. Et donc c'est la tentative, disons, de faire du graphe avec des phrases. C'est beau comme tu bien écrit. Non, Hubert Ducos est un très grand poète qui a écrit beaucoup de livres merveilleux depuis chez POL, dont un très étonnant, Le Centre de la France, un livre vraiment magnifique. C'est son seul. Alors il a fait ça, il n'a plus jamais fait quelque chose de semblable, et que je sache, personne n'a jamais fait des choses comme ça. Alors il y a des diagrammes poétiques, et je vais y venir pour finir. Quelqu'un comme Stéphane Bérard, par exemple, dans Je m'en fiche 2, fait des fiches, qui sont des sortes de diagrammes, en fait. Stéphane Bérard est un homme très amusant, c'est le compagnon de Nathalie Quintane, que vous connaissez peut-être. Nathalie Quintane, qui est une poétesse, qui vit donc avec Stéphane Bérard, qui fait ses fiches. Ça s'appelle Je m'en fiche. Très amusant, vraiment, ces fiches. Donc, disons qu'il y a une diagrammatique contemporaine, poétique, essentiellement plus que musicale. Et dans les expos, on peut voir aussi. Non, Pour voir des c'est choses. pas pareil. Alors après, il y a des artistes, oui, des artistes, Les artistes oui, utilisent. absolument. Les artistes font ça aussi. Il expose aussi, c'est un plasticien. Stéphane Bérard, c'est un plasticien. Plasticien et musicien, bah, il y a un peu de tout. Là, les fiches, c'est de la poésie, c'est une sorte de poésie. Il a fait même quelque chose sur il avait repris l'enfer de la Divine Comédie, non? De Dante aussi. Voilà, il a réécrit, ouais, il a traduit à la volée, comme ça, sans connaître vraiment l'italien, l'enfer Ouais, voilà, avec de Dante. C'était très drôle, avec vraiment. des gros mots plutôt vulgaires. Extrêmement amusant. Donc là, juste pour finir là-dessus, vous voyez que comment, on comprend là ce que ça veut dire que la semi-autonomisation de la réalité. Vous voyez que chaque zone est autonome par rapport aux autres, mais elle n'est pas complètement autonome. Donc c'est une différenciation que en fait l'espace rend possible. C'est parce que Lucot s'empare de l'espace, parce qu'il spatialise l'écriture, qu'il peut produire ces zones qui, bien que autonomes les unes par rapport aux autres, néanmoins passent les unes dans les autres. Et ça, ce mouvement-là de différenciation n'est possible que par la spatialisation. C'est le schème comme espace, si vous voulez. Il y a un noyau. Il n'y a pas vraiment de noyau, mais il y a un point originaire, comme un Big Bang qui est à gauche, là-bas, les flèches qu'on voit là-bas. Il peut en avoir sans. Il peut avoir un diagramme sans noyau. Bien sûr. Pourquoi il y a un noyau? Il n'y a pas de noyau, par exemple, dans le diagramme de... Il y a la ligne. Du milieu. C'est pas un noyau. C'est un noyau, ça? Parce que l'idée de noyau suppose que tout part d'un même point, et de manière arborescente, ensuite se développe. Mais en fait, un noyau... Un noyau, ça peut être aussi. Non, ouais. Quelque chose qui va construire. Donc, si la ligne, elle est Mais là. le noyau, c'est le point origine. C'est ça le problème du noyau, c'est que c'est le point origine. En fait, dans un diagramme, il n'y a pas de point origine, en vérité. Il n'y a pas vraiment de point origine, puisque c'est une ligne temporelle où tout ne cesse de changer. Donc il ne peut pas y avoir de point origine. En fait, un diagramme ne peut que prendre... Oui, mais le départ est arbitraire, il pourrait être n'importe où le départ. C'est infini, non? C'est comme une ligne. Donc d'ailleurs, un diagramme peut se prendre n'importe où. On peut commencer n'importe où un diagramme. Là, il indique des points où on pourrait commencer. Mais en fait, on peut commencer n'importe où. Et dans Cardio, on peut commencer à n'importe quelle page. Cardio ne dit pas qu'il faut commencer à la page 1 et finir à la page 192. On pourrait commencer à la page 178 et puis retourner en arrière. Et beaucoup de groupes, en fait, choisissent des pages un peu arbitrairement dans toutes les pages de la partition. Le diagramme, littéralement, n'a pas de début, il n'a pas de fin. Mais il dit comment ça change, en fait. Il dit comment ça mute. Il ne peut le faire que s'il décrit, par ailleurs, ce dont il est le diagramme. Il a en lui-même ce qu'il est. Enfin, Il décrit la chose, le phénomène dont il est le diagramme, mais la question c'est comment fait-il muter ce qu'il décrit? Et on a vu, un diagramme veut faire mentir le diagramme. Oui. Il veut s'engrener d'une manière étrange dans le monde, de manière à le changer. Bon, c'est ce que Latour dit, rendre public un problème public qui n'est qu'apparemment public, c'est littéralement produire la démocratie. Bon. Oui. Puisqu'on peut s'insérer dans la carte qu'on a produite. Si on a une carte complète de la controverse, on peut soi-même participer à la controverse. Tant qu'on n'a pas une carte complète, on ne peut pas y participer, puisqu'on ne sait pas comment elle fonctionne. Oui. Alors, je voudrais juste maintenant prendre quelques exemples et peut-être expliquer, pour finir, comment vraiment fonctionne un diagramme en ce sens. Et pour cela, pour finir, donc, je
je parle trop longtemps, je sais bien, mais je voudrais juste que nous passions à la page 142. C'est une page extrêmement intéressante, puisque là, nous avons quelque chose comme un noyau, tu vois. Là, nous sommes très proches d'un noyau. Nous avons ce cercle noir qui revient, mais surtout, nous avons cette petite boule noire tout en haut, là. Vous voyez, on a comme un ravin. Vous voyez, et c'est un peu comme si la petite boule tombait littéralement de ce très haut mur, tel Humpty Dumpty, dans les Biscarroll, Humpty Dumpty tombe du mur, mais au lieu de se briser, la boule grossit, et elle devient une sorte de prisme, comme si de cette boule noire émanaient des lignes ou des rayons, et comme si les rayons qu'il a traversés étaient diffractés par elle. Donc elle est à la fois un milieu de diffraction et en même temps un milieu de production. Et puis notre ligne là, vous voyez, notre ligne ne repart pas là. C'est un très rare cas, si vous voulez, où la ligne droite repart du bas. C'est comme si elle était tombée, c'est comme si le vide avait fait tomber. Elle repart du coin bas à gauche. Et peu à peu, logarithmiquement, elle retrouve l'horizontale, en s'appuyant sur la boule noire qu'on a vue précédemment. Vous voyez, elle a besoin de la boule noire pour s'appuyer, pour prendre son essor. Et on retrouve là la figure précédente, 5 lignes, 4 lignes horizontales, une diagonale, puis 3 diagonales, 2 horizontales. Les horizontales bifurquent à proximité de la figure suivante, et tout finit en pointe. Donc on a, vous voyez, à nouveau, cette fois-ci, non plus un épanchement, mais un étrécissement progressif, avec une bifurcation et une pointe à nouveau. Il y a beaucoup de mouvements arrêtés, comme ça, des mouvements interrompus, des mouvements qui font figure. C'est intéressant aussi. Le diagramme décrit aussi beaucoup de mouvements, de lignes de fuite, de devenir qui s'arrêtent, qui forment figure, qui ne donnent rien au fond, qui ne participent pas à la ligne principale, qui s'arrêtent, des cul-de-sac en quelque sorte. Mais le diagramme justement décrit tout, donc il essaye tout, il doit tout dire, enfin le plus de choses possible d'un phénomène. Donc même les opinions inutiles. Dans une carte de controverse, on met même les opinions les plus absurdes. On met les acteurs les plus périphériques. On met le pour et le contre, bien sûr. Ceux qui ont échoué, ceux qui ont eu tort, dans les débats scientifiques, par exemple. Ceux qui n'ont rien donné, ceux dont les inventions n'ont rien produit. Ceux-là aussi doivent apparaître. Donc là, ce type de ligne. Bon. Et nous avons cette figure étrange. Et là, il y a 2 figures. Et on a la ligne qui fait boucle sur elle-même, mais c'est aussi la pointe qui devient boucle. Donc, une pointe et une boucle. Une pointe qui devient boucle, qui se transforme. Et l'apparition d'un petit cercle ici, qui devient carré, et qu'on retrouvera par la suite. Donc là, oui, est-ce qu'on peut faire le point? Parce que le point n'est pas extrêmement précis ici. Voilà, donc nous avons une sorte d'ellipse et un carré, et puis à nouveau le chiffre 1. Donc ça c'est un mouvement, tout ça évidemment un mouvement extrêmement intéressant. Et je vais juste finir, et ne pas parler évidemment de celle-là, mais voilà ce que ça devient. Donc tous les éléments, vous voyez, tout le lexique, tout le vocabulaire graphique qui était posé auparavant, ici produit vraiment une phrase. Voilà, nous avons quelque chose comme une phrase. Une composition syntaxique avec le chiffre, le carré, le cercle et la courbe. Et l'ellipse, vous voyez. Donc là, on a la construction d'une phrase à partir de tous les éléments lexicaux qui ont été produits auparavant et qui apparaissaient de manière arbitraire. Vous voyez. On était dans un moment de la partition où, arbitrairement, par endroit, des figures sont produites, mais pas encore articulées. Une sorte de confusion encore. Et puis tout ça fait phrase. Ça fait phrase ici. Et pourquoi ça fait phrase? Parce qu'il y a répétition. Et je voudrais finir là-dessus. Bon, c'est un peu le thème du séminaire, du workshop. Ça fait phrase et là je voudrais juste finir en parlant de cette pratique politique, poétique contemporaine, alors qui était très bien théorisée par deux poètes théoriciens, donc je pense à Christophe Hanna par exemple, dans ce recueil d'articles, un très, très joli livre de dispositif poétique,
Et je pense aussi à Franck Lebovici, qui a écrit un livre qui s'appelle Les documents poétiques. Et alors, il essaye de penser, entre autres choses, que peut être une poésie documentaire, un document poétique. Et au fond, c'est exactement un diagramme. Alors, ils ne prononcent pas le mot parce qu'ils sont plutôt dans un rapport analytique à la philosophie, un rapport américain à la philosophie. Leurs références sont des philosophes analytiques américains. Donc, diagramme, c'est trop deleuzien. C'est trop lourd philosophiquement pour vraiment être intéressant pour eux. Donc, ils ne disent pas diagramme, ils disent forme synoptique, ils disent document poétique, mais dans d'autres termes. Mais au fond, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, la Tour dit, je manifeste, je mets à jour un problème public. Tous les éléments, toutes les coordonnées d'un problème public. Je produis la démocratie. Eux, ils disent qu'un document poétique, est poétique parce qu'il est produit, donc un document qui est construit artificiellement, c'est déjà autre chose qu'un document au sens habituel du terme, parce qu'on produit le document, et en produisant le document, on ne va pas rendre visibles tous les éléments ou les positions, les acteurs d'une controverse, on va littéralement manifester un problème inaperçu, un problème qui n'est même pas vu comme tel, qui est sous-évalué. Et on va littéralement rendre visible et perceptible ce problème. Donc il s'agit vraiment d'un travail de fouille. Il s'agit de faire comme de l'archéologie, comme si on ouvrait un site archéologique, comme si on fouillait et qu'on mettait à jour, littéralement, un problème non vu. Évidemment, on ne peut le faire que sous une forme plurisyntaxique, disent-ils, synoptique, diagrammatique. Alors les exemples sont innombrables. Ils citent Resnikov, Michaud, Ocar, Quintane, Bérard, etc. Et un des plus intéressants, c'est Marc Lombardi. Alors, vous le connaissez peut-être, ce très grand producteur de graphes, ce qu'il appelle des structures narratives, un artiste américain qui est mort maintenant, et dont l'histoire est assez fascinante. Donc, je vais vous lire juste rapidement ce qu'en écrit Christophe Hanna. L'idée, si vous voulez, c'est de faire en sorte qu'un problème local, communautaire, voire micro-communautaire, donc à basse fréquence, vous voyez, un problème à basse fréquence, imperceptible parce que trop peu intéressant, faire en sorte que ce problème puisse prendre la forme d'une énonciation collective, puisse être constitué comme énonciation collective. Et ça suppose de mélanger les registres de discours, littéralement. Et pour le faire apparaître, le problème, il faut le redécrire, le redire autrement, faire en sorte qu'il change de substance, le redire dans une autre substance, d'une autre manière, le remédier, si l'on veut, le répéter autrement, le reprendre, le reformuler, etc., etc. Le réagencer. C'est ce qu'ils appellent la redescription. Bon. Alors, un exemple très concret, un exemple extrêmement concret pour que vous puissiez comprendre ce que c'est qu'une redescription, c'est l'exemple justement de l'effet que ça produit. Parce qu'évidemment, quel intérêt de faire cela si ce n'est pas pour s'engrener littéralement dans les choses. On fait apparaître ce problème pour que le problème devienne un problème collectif. Alors qu'il n'était pas un problème collectif auparavant. Il faut le faire devenir collectif. Donc le diagramme sert à rendre collectif un problème qui n'est pas collectif, qui est réel, mais qui n'est pas collectif. Donc là, ce n'est pas produire de démocratie, littéralement. C'est, au sens de la tour en tout cas, c'est faire que la collectivité soit face à un problème qu'elle ne peut pas ne pas apercevoir. Voilà. C'est forcer la collectivité à se saisir d'un problème qui est resté par elle inaperçu. Donc là, c'est du forçage. C'est moins rendre visible que forcer. Voilà. On va forcer un groupe, une société, à se saisir d'un sujet, d'un problème. Alors, Abu Ghraib, par exemple. À quel moment les films des Marines américains qui filmaient donc les séances SM qu'ils avaient avec les prisonniers irakiens, à quel moment c'est devenu un problème absolument manifeste, qu'il fallait qu'on règle. On ne pouvait plus l'éviter, ce problème.
eh bien, c'est devenu manifeste par le biais de ce document produit par les Marines, qui au départ n'était pas un document, c'est juste des films qu'on se passait entre soi pour rigoler, et c'est devenu un document public, presque par hasard et par accident, mais qui, comme tel, n'avait plus le même statut que les films qu'on tournait entre soi et qu'on se diffusait les uns les autres, et devenait vraiment un problème public qu'on ne pouvait plus éviter, qu'il fallait régler absolument. Donc là, c'est le processus par lequel se construit un document poétique qui force un problème public dans le champ de l'espace social. Ce processus est assez bien illustré par le cas d'Abu Ghraib. Mais prenons l'exemple de Lombardie, pour finir. Donc, Lombardie. Ah oui, c'est vrai, on peut montrer une image de Lombardie, ouais. Les graves de Lombardie. Sur le bureau. Donc, il a composé à la fin des années 90 et qui ont été exposés en 2000. Donc, des structo-narratives. Donc, pendant presque 10 ans, Lombardie avait accumulé des données chiffrées concernant les échanges monétaires liant les groupes financiers, les banques véreuses, les grandes familles politiques américaines, les parrains de mafias diverses, les centres de blanchiment d'argent. Cela dans le but d'élaborer une représentation de la face obscure de la mondialisation. Toutes ces données avaient été préalablement répertoriées par l'artiste sous la forme traditionnelle de fichiers. Mais une telle forme d'archivage est peu exploitable et elle ne permet pas d'envisager les relations entre toutes ces informations qui nient donc la dynamique de ces flux financiers. Tout l'enjeu de son travail a donc été de convertir cette forme d'archivage en une vue plane, temporellement orientée, permettant une saisie d'ensemble des échanges sur une période précise, dont les épicentres seraient à chaque fois un groupe financier, une banque, un homme politique. Lombardie convertit donc une liste ordonnée en diagramme, recelant une forte dimension plastique. Les graphiques au crayon qui en résultent ne fournissent en fait aucune preuve positive fiable, pas plus qu'ils ne permettent de comprendre à proprement parler ce qu'est la globalisation. Mais ils en donnent une vision locale, d'un certain point de vue, à partir de laquelle cette réalité prend une forme visuelle reconnaissable et évaluable et révèle aussi fortement l'intensité et la cohérence stratégique de certains faits de réseau. Alliances contradictoires, polarisation durable et microcosmique, congestion progressive et stratégique du flux, etc., etc. Un peu plus d'un mois après le 11 septembre, un agent du FBI est dépêché au Whitney Museum. Elle, c'est une femme, scrute minutieusement le grand dessin de Lombardie, qui s'intitule BCCI, ICIC et FAB 72-91. C'est celui-là, mais on le voit très mal. Voilà, c'est exactement celui-là. Ça, c'est un détail. Ici. Dans le but d'instruire une enquête sur le réseau financier de Ben Laden, dont le beau-frère avait été directeur de la banque BCCI. Le travail de Lombardie constituait alors une forme d'archivage qui manquait au FBI. Probablement pour des raisons de fonctionnement interne, de mode d'enregistrement et de mise à disposition des données entre les services. Et dont cette institution estimait devoir au moins ponctuellement se munir, celle qui offre une vue synthétique ad hoc de toutes les connexions et des positions des actants connus. Voilà, donc là, on a très clairement un artiste qui réunit des données, qui leur donne une forme graphique, synoptique, diagrammatique, déterminée, et qui, ce faisant, va révéler des choses restées inaperçues. Donc là, ça fonctionne plus comme une carte de controverse, ça veut dire. Bien que, pas complètement, puisque, ce faisant, évidemment, Lombardie fait apparaître des tas de relations qui n'étaient pas vues comme telles, et des relations qui sont très problématiques. Donc, il crée des problèmes, là, il n'y en avait pas. Alors que Latour s'intéresse aux débats existants pour les disposer, pour en permettre l'accès, pour les rendre accessibles. Là, il s'agit de faire surgir des problèmes, des relations complexes, non aperçues, non vues, de manière à ce qu'on ne puisse pas les ignorer, de manière à ce qu'on ne puisse plus les ignorer. Donc là, il s'agit aussi de forcer l'espace public à regarder dans cette direction, à se poser tel ou tel problème. Et ça, c'est donc une pratique poétique assez développée aujourd'hui, qui prend des formes très variées, pas forcément celle-là, mais qui fonctionne toujours un peu de cette façon-là. Et donc, on peut dire pour finir que
pour revenir sur les différents problèmes et paradoxes que j'ai posés les uns après les autres, on pourrait dire que d'abord j'ai suivi en fait en vérité pendant cette conférence des lignes qui ressemblent plutôt à celle-là qu'à celle de Cardew. Ce serait une autre manière de les cartographier. Ça, c'est précisément les lignes de Tristram-Shandy, un livre peut-être du 18e. Et c'est ainsi que l'auteur, Laurent Stern, décrit les chapitres précédents de son livre. Il dit, voilà ce que j'ai fait dans le premier chapitre, ce que j'ai fait dans le deuxième, c'est parti de les chapitres. Et il estime à la fin que ces lignes sont trop erratiques et qu'il tend vers une ligne absolument droite. Donc à la fin, c'est personne qui a une ligne absolument droite qu'il estime la meilleure. Et bon, bien sûr, il est incapable de suivre une ligne absolument droite. Et ce qui est amusant, c'est que Cardew, lui, en revanche, suit une ligne absolument droite. Donc voilà un autre diagramme de Lombardi. Donc juste pour finir, au fond, le diagramme n'est pas autre chose que la suite de ces différents paradoxes. En fait, il tient son intérêt de cela, justement. Du fait qu'il est une pratique qui passe son temps à produire de nouveaux paradoxes. Et c'est pour ça que le diagramme est intéressant pour la pensée, de fait. Au fond, on pourrait dire qu'il y a des diagrammes de pensée qui, à chaque fois, font apparaître un paradoxe nouveau. Donc plutôt que le diagramme chez Kant, ou le diagramme chez Deleuze, ou le diagramme chez Latour, il y aurait le diagramme kantien, le diagramme deleuzien, le diagramme de Latour, le diagramme de Jameson. Et la question qui reste peut-être est de savoir si le diagramme est un âge, une époque, s'il y a une époque ou un âge du diagramme, qui, il est vrai, se multiplie depuis quelques années. S'il faut un monde justement très complexe, très semi-autonome, très zoné pour qu'il y ait des diagrammes, puisque ce monde les nécessite, ce monde les rend obligatoires, nécessaires, ou si au fond il y a toujours eu des diagrammes. Et ça serait plutôt la thèse de Latour, finalement. On s'est inventé finalement des faux problèmes. On a produit des faux problèmes pour lesquels les diagrammes sont nécessaires, mais on peut, avec d'autres diagrammes, se débarrasser des faux problèmes et montrer qu'au fond, le monde a toujours été aussi complexe qu'il est aujourd'hui. À peine un peu plus. Merci.